messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimousquoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct de Rimouski, Québec, Marie-Ève Albert, j'ai un message ici dans ma main. Il y a Martine Vallière-Bisson qui voulait que je dise au monde entier que tu l'avais beaucoup aidé dans sa conférence. Ça a l'air que tu multiplies les heures. Le monde ne le sait pas, mais tu es une experte conférencière. Tu parles plusieurs langues. Et là, tu as aidé Martine. Donc, on te remercie. T'exagères. Excusez ma face, je sors d'une grippe. C'est pour ça que le podcast sort un petit peu plus tard qu'à l'habitude. Oh, Marie-Ève, on était supposé enregistrer à chaque jour, puis à chaque jour, tu me dis, oh, je suis un petit peu malade, puis là, moi, tu Là, je suis encore enflée un peu, mais les petits yeux, mes yeux sont plus petits que d'habitude. Ce qu'on peut faire, si tu veux, je peux parler le double de d'habitude, comme ça, tu vas pouvoir te reposer un peu. Tout va bien aller, tout va bien aller. Non, mais j'ai bien de la jasette aujourd'hui. Marie-Ève Albert, je regardais ça froidement, c'est samedi passé, si ma mémoire est bonne. Notre amie Caroline Vert avait une bonne adversaire avec Carmen Vargas. Puis des fois, dans une carrière, sans dire, mais j'aime ça utiliser, moi, le combat signature, la performance signature. Tu sais, quelque chose qui vient un peu marquer ta carrière ou qui vient, tu sais, passer dans la seconde vitesse. Tu sais, la fille vient des amateurs. On disait des fois en analyse, oh, elle a encore son style amateur. Mais là, Caroline Vert vient de faire une prestation qui était parfaite. Tu sais, j'y vais. C'était magnifique, là. C'était un magnifique combat. La distance, choix des coups, défensive. C'était parfait. Bravo. Même la puissance, hein. Elle est arrivée avec une puissance que le monde doutait qu'elle avait. Elle a démonté la face de son adversaire. L'arbitre aurait eu plusieurs occasions d'arrêter le combat. Selon moi, il ne l'a pas fait. Mais là, je te pose la question, je connais ta réponse. Là. Je pense que Caroline Vert vient de montrer à tout le monde qu'elle appartient au top 5 et qu'elle est prête pour les grands duels. Oui, ça fait 2 combats, en fait, que Caroline Vert se prouve. Le combat qu'elle a eu en décembre n'a pas été diffusé sur DAZN. Il était hors carte de DAZN, donc il a passé entre 2 combats. Et on n'a pas pu voir qu'elle a dominé l'ancienne championne du monde, Gabriela Bouvier, pour la plupart des gens. Moi, je l'ai vu le combat, mais la plupart des gens n'ont pas pu le voir. Là, c'était différent parce qu'elle était sur la carte principale de zone de la sous-carte de Clarissa Shields contre Danielle Perkins. Et là, tout le monde a pu la voir vraiment à l'action. Elle ouvrait le bal. Carmen Vargas, les gens vont peut-être critiquer. Il n'y a rien à critiquer là-dessus. C'est une fille qui a eu une belle carrière amateur, qui a déjà battu Alicia Baumgartner chez les amateurs, qui a été top 5 amateur à une certaine époque, qui a passé pro, qui a eu des succès, peut-être moins à d'autres moments, mais qui avait une fiche intéressante et qui était crédible, qui est une Américaine aussi. Ne vous fiez pas à son nom mexicain, c'est bel et bien américaine, donc Carmen Vargas, qui arrive contre Caroline Vert. Et Caroline, oh my God, du round 1 jusqu'au round 8, ça a été difficile pour l'adversaire. Au 2e round, elle saignait.
à 3e, 4e round, les 2 yeux étaient quasiment fermés. Tu méfiais. Samuel Décarie, dans le coin, commentait entre chaque round, puis il était très satisfait. Il lui disait à Caroline que les angles sont parfaits. Le volume est parfait. Puis il l'amenait juste un petit peu plus loin à chaque round. Je trouvais que la communication entre les deux était belle. C'était ma sous-question, OK? Le mariage entre Caroline Vert et Samuel Décarie-Drolet en était un de courte durée. Parce que Samuel a demandé à Caroline de venir aider à l'entraînement Léla Baudouin. Et là, il a dit en échange, je ne veux pas te faire perdre ton temps, je vais t'amener jusqu'à ton prochain combat. Et en décembre, c'est ça. On connaît Samuel, il a dit quand je m'implique pour vrai, je vais le faire à 100%. Là, on a vu grosse performance en décembre. Grosse performance là, c'est quoi le dénominateur commun? Moi, je vais le dire, c'est mon meilleur ami, Samuel Décarie-Drolet. Fait partie peut-être de la recette. Est-ce qu'on peut penser que les deux vont continuer à travailler ensemble avec le succès? Oui, j'ai demandé à Samuel Décarie, puis c'est officiel, il est maintenant son entraîneur. Donc, on voit Sean aussi dans le coin, beaucoup. Donc, elle va travailler principalement avec Sean puis Samuel pour tous ses prochains combats. C'est une entente qui est maintenant cannée. Et oui, c'est un mariage heureux pour l'instant parce que ça fonctionne bien. Caroline est une fille calme dans la vie de tous les jours, puis elle a besoin de calme dans son coin, puis elle a besoin de précision. Donc, si on a un entraîneur, par exemple, qui s'arrache les cheveux puis qui hurle dans le coin, ça ne marchera peut-être pas. Pour Samuel, il est très pédagogique, on le sait. Il est très pédagogique, il est très clair. On voit qu'il a un background de professeur. Hein? Donc, pour Caro, ça fonctionne très bien dans le coin, puis on le voyait parce que Sam lui amenait des points positifs, il lui disait où il voulait l'amener entre les rounds, puis Caro lui répondait. Il s'assurait que Caro réponde. Et ça, je trouve que on voyait que ça fonctionnait, cette communication-là. Maintenant, Samuel n'a pas tout le crédit à 100% de ce qui se passe parce que ça a été un long chemin pour Caro. Si on revient en arrière, mars de l'année passée, Caro Daniel Bouchard quitte Groupe Yvon Michel. Et là, elle voyage un peu dans les méandres de la boxe comme freelance, comme on peut dire, comme un cœur à prendre. On va dire ça comme ça, comme un cœur à prendre, cogne à des portes. Il y a des opportunités qui se présentent à elle qui ne fonctionnent pas. Entre-temps, elle commence à s'entraîner à Las Vegas avec Flick Emmanuel Jr., entraîneur de Sandy Ryan. Elle reste presque 6 mois aux États-Unis à s'entraîner in et out, devient partenaire de sparring principal de Sandy Ryan et de Alicia Baumgartner, entre autres, pour la préparation de leur camp mutuel d'entraînement. Elle-même fait du sparring et elle se ramasse sur une carte mexicaine où elle subit sa première défaite fin de l'été passé, si on se rappelle. C'est un combat qui avait été très difficile et très différent de ces 2 derniers. Pour plusieurs raisons, peu importe. Caroline a expérimenté la défaite. Un peu comme Léla Baudouin l'a aussi expérimenté au Mexique, si on se rappelle bien. Tu as le choix en tant que boxeur ici de te décourager et de ne pas retourner au travail vite ou de mettre les bouchées doubles pour dire là, il est temps qu'on avance et qu'on corrige l'erreur, qu'on corrige la bévue. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle a décidé de quitter Vegas, de revenir s'entraîner au Québec pour un peu plus de stabilité. Il faut comprendre que Caroline, elle a une vie de famille, elle a un travail aussi. C'est pas simple de faire tout ça à distance, puis vivre dans les Airbnb et tout ça. Puis c'était un choix. Mais le fait d'avoir été aux États-Unis, d'avoir essayé d'être passé par là, d'être peut-être passé par la défaite et de finalement atterrir chez Samuel Décarie-Drolet, c'est beaucoup de changements en peu de temps, mais ça a probablement porté fruit, puis ça a probablement amené son style pro à se développer un peu plus. Puis Samuel, avec ses bonnes instructions, son beau côté pédagogue, a réussi à faire ressortir tout le côté qu'on disait. Tu te rappelles, on disait Caroline recule en ligne droite. Caroline n'a pas de force de frappe, on dirait. Puis des fois, c'est juste de changer un peu ta motion, de changer un peu ta posture, de te rattraper en sparring. Ça me fait rire parce que ça, je parle beaucoup avec des boxeuses professionnelles, avec des entraîneurs, puis ça revenait tout le temps. Genre, pourquoi qu'elle recule en ligne droite? Genre, c'était la première affaire qui sortait, mais c'est un tic de boxe amateur, ça. C'est des tics de boxe amateur. Tu peux aller loin en reculant en ligne droite chez les amateurs. Là, là Caro, moi, j'aime ça me servir de boxe-rec, je me donner une idée. Là, elle est 15e dans la division, mais je regarde les filles qui sont devant elle ou les vedettes de la division. C'est toutes des filles
qu'elle a battu chez les amateurs ou qu'elle a perdu des décisions partagées. Je me rappelle de l'année 2017 de Caroline Vert, genre, elle avait battu Michaela Meyer puis Rachida Ellis. Tu sais, on oublie que du bagage de boxe, là, elle en a. Elle a tout affronté. Elle a affronté Katie Taylor, elle a affronté tout le monde, Caroline. Katie Taylor, ça avait fini. Même elle a perdu une majority decision avec ta préférée, Béatrice Ferreira. Je me rappelle juste de son année 2017 dans ma tête. C'était ça, hein? Mais c'était une année incroyable. Puis là, je me rends vraiment compte qu'elle avait tout ce bagage-là en dedans d'elle. C'était juste de finir la transition pro. Il faut finir la transition. Puis là, je pense que c'est fait. Ça fait 2 combats que je vois. La force de frappe qu'on ne voyait pas est apparue. Et honnêtement, ça aurait pu être un knockout facilement, ce dernier combat-là, à plusieurs reprises. Le coin a été horrible du côté de Vargas. C'était Claudia Treros puis Corey qui décrivait, et Claudia parlait espagnol, elle entendait ce qui se passait dans le coin de Vargas, puis elle disait clairement dans la description, ils disent n'importe quoi, leurs boxeuses, là. Ils sont en train de dire que Caroline a un down ou qu'elle est en train de ralentir, puis c'était l'inverse, tu sais. La fille n'avait pas de chance de faire à moins d'un lucky punch, elle n'avait pas de chance de gagner ce combat-là. Elle était tuméfiée, maganée. Le docteur, les 2 yeux presque fermés au complet, ça aurait dû t'arrêter, à mon avis, du moins par le coin. Il faut que tu protèges ton athlète à un moment donné. Il n'y a pas de plus-value de continuer 8 rounds pour ce combat-là. Là, Caro a 2 titres mineurs, mine de rien. Elle a encore le WBC international, puis elle vient de prendre le WBA intercontinental. J'ai toujours trouvé, moi, que si les 2 athlètes n'étaient pas des artisans du KO, que j'ai toujours trouvé ça un peu étrange, comme quand le combat, mettons, ou des fois on le voit chez les hommes aussi, quand c'est 7 ou 8-0, que celui qui perd n'est pas un artisan du KO, mais qui est coupé, tu sais, une place louche ou qui commence à recevoir des coups sans donner de réponse. J'ai toujours eu un certain malaise qu'on laisse continuer le combat parce que le résultat est déjà, et là je vais dire ton mot, est déjà canné. Tu sais, c'est canné. C'est canné, puis aussi, Laurent, c'est pas juste ça, c'est que oui, l'arbitre, oui, le docteur, OK, ont une responsabilité, c'est sûr, mais ceux qui connaissent le mieux leur athlète, c'est le coin. Eux, ils savent exactement comment elle est, puis ils savent qu'elle n'est pas capable de revenir. Je ne sais pas quelle sorte de mensonge ils se comptent à eux-mêmes, des fois, les coins, là. Peut-être c'est l'adrénaline. Je pense, Marie, qu'il y a une vieille mentalité en boxe que quand tu fais la finale, ta valeur est plus haute pour affronter d'autres filles après. Puis ils doivent voir simplement la seule façon que je pourrais te l'expliquer, c'est l'aspect financier de la chose, de dire voilà, moi, j'ai fait la limite. Maintenant, tu veux tenter de m'arrêter pour me mettre une carte de visite, ça vaut 3 000 de plus. C'est sûr que ça passe avant la sécurité. Parce qu'ici, j'ai trouvé que Vargas n'avait pas été mise en sécurité par son coin. Puis ceux qui pensent qu'on dit des niaiseries parce qu'ils n'ont pas vu le combat, puis qui s'imaginent que Caroline est comme elle se battait l'année passée, c'est vraiment complètement une autre boxeuse, on dirait, là. C'est vraiment surprenant de voir comment, quand on comprend ce qu'on a à faire puis comment le faire, que les résultats peuvent suivre. C'est un bon exemple. Si on faisait un avant-après, là... Allez voir, au pire, je ne sais pas si le combat est disponible ou aller voir les highlights. Aller voir les highlights, on voit clairement qu'elle touche la cible souvent. C'était tellement fort, c'était tellement des beaux highlights que DAZN l'ont mis en highlight. Tu sais, DAZN, ils choisissent dans un gala 3-4 extraits, puis celui-là a été choisi parce que ça rentrait au poste, honnêtement. Bravo, Caroline, puis j'ai tellement hâte de voir la suite parce que là, ça va aller vite. Moi, l'algorithme de BoxRec, ça m'intéresse peu. Je vais te dire une chose, elle est classée pas mal partout à cette heure. Tu sais, fait que là, ça devrait aller vite. Moi, je pense qu'il peut y avoir des opportunités pour Caroline d'ici la fin de l'année. On va voir. Tu sais, les champions dans cette catégorie-là, juste pour dire, tu as Sky Nicholson, tu as Nina Menke, tu as Amanda Serrano, il y a une championne intérim à WBA qui est Jennifer Miranda. Donc, c'est les 4 noms à regarder. Oui, puis on va voir, mais Marie, on a tout un sujet qui s'en vient encore. Si on m'avait demandé à moi, tu sais, qui est comme ton co-animateur vedette, si on m'avait demandé à moi qu'est-ce qu'il faut faire avec Kim Clavel, ça fait longtemps, puis je pense qu'on avait la même idée, qu'il fallait la descendre à 105 livres. Ouais. Si je t'avais demandé
qui est l'adversaire parfait avant un combat de championnat du monde à 105 livres. Je te connais assez pour que je pense que tu m'aurais dit Annabelle Ortiz. Ouais. Là, on a l'adversaire parfait, on a le poids qui est visé, puis même que dans l'espace-temps, fin février, c'est parfait, ça laisse tout le reste de l'année pour travailler à trouver un championnat du monde. On ne pouvait pas avoir une meilleure adversaire que Annabelle Ortiz pour affronter Kim Clavel le 27 février prochain. Absolument. Annabelle Ortiz a affronté pas mal tout le monde dans la vie et c'est une bonne boxeuse. Elle a été championne du monde dans 2 catégories de poids différentes. Et chez les 105 livres depuis un petit bout. Elle a fait une petite escapade chez les 108 livres dernièrement pour affronter Sarah Bailey. By the way, elle a chauffé les oreilles solides à Sarah Bailey dans son combat. C'était un combat très, très, très serré. Si on regarde les cartes, on peut le voir tout de suite. Beaucoup plus serré que Sarah l'aurait imaginé parce qu'on comprend que... À la défense de Sarah, c'est un duel qui ne faisait pas de sens pour un 4e combat. Là. Sarah, elle veut beaucoup trop brûler les étapes. Mais Sarah, le problème, c'est qu'elle est prise entre 2 feux. Elle est déjà championne régulière, donc elle n'a pas le choix d'affronter des adversaires de haut niveau. On s'attend à ça, du moins d'elle, sauf qu'elle n'a pas l'expérience du ring pro. Donc, Annabelle Ortiz, elle a l'expérience du ring pro. Puis Kim Clavel, ça va être un bon match pour elle parce que tu peux aller chercher des comparables, parce que c'est une fille qui sait qu'il va être capable de boxer en avant de Kim. C'est une fille qui, je crois que le style va bien matcher celui de Kim. Et c'est aussi un combat qui peut passer pour des titres mineurs, puis c'est le cas. Hein. Je pense qu'on va aller chercher 2 titres mineurs ici pour mettre en jeu. C'est parfait. C'est parfait parce que Kim a 2 options intéressantes, à mon avis. Les 2 meilleures options pour elle à moyen terme, si elle gagne ce combat-là contre Annabelle Ortiz, c'est la suivante. Se placer mandatoire de Yokasta Vaillé, parce que Yokasta Vaillé va faire un combat. Il y a un combat qui a été ordonné à la convention WBC face à Omi Ishikawa, qui est sa championne intérim. Parce que si tu te rappelles, avait eu un passe-droit, Yokasta, pour aller chercher le titre vacant de Senissa, puis elle passait par-dessus la championne intérim. Donc, ça a été ordonné. Donc, on s'entend que son prochain combat... Juste pour faire rire les gens à la maison, Estrada a pris sa retraite à 13h, puis à 13h moins 5, il faisait déjà accepter le combat. C'est ça. Puis il avait bypassé la championne intérim. Ça veut dire que ça avait passé au vote déjà à WBC. Bref, après, Vaillé devrait battre Omi Ishikawa, mais elle va avoir besoin d'une nouvelle mandatoire. Kim peut se placer en arrière, puis ça peut devenir un money fight pour elle. C'est un combat payant à aller chercher, le combat contre Yokasta Vaillé, pour plusieurs raisons, mais tu sais, Yokasta vise à être undisputed, mais Yokasta, c'est quand même une star dans le milieu aussi, puis elle est signée chez un promoteur qui s'appelle Golden Boy. Elle est aussi promotrice elle-même. Mais Marie, j'ai des sous-questions. Est-ce que tu focuses beaucoup sur Vallée parce que les autres sont moins accessibles? Il y en a qui non, mais c'est une division qui est beaucoup, mais pas contrôlée, mais qui a beaucoup de boxeuses japonaises où tu ne veux pas aller contre Bormann en Allemagne parce qu'on connaît les Allemands. C'est pour ça que... Moi, je discarte Sarah Bormann. Je discarte Sarah Bormann en partant parce que Sarah Bormann ne viendra pas au Québec se battre à moins qu'il y ait un appel d'offres dont Michel le gagne. OK? Mais tu peux aller là-bas, puis pour Kim, c'est pas avantageux. Il y a d'autres chemins vers un titre qui peuvent être plus intéressants. Par exemple, le chemin de l'IBF. Parce que l'IBF a un titre vacant présentement. C'est Kudos contre Boomstar qui vont s'affronter quelque part dans le mois de février. Là. Je pense que c'est la semaine prochaine ou dans 10 jours. Oui, Kudos puis comme Boomstar. C'est 2 très bonnes boxeuses, mais ces 2 filles-là sont d'Argentine et n'ont pas des moyens extraordinaires. Donc là, Yvon Michel aurait probablement une possibilité de convaincre la championne de venir affronter Kim. Et surtout, c'est l'IBF. Et si Kim se place mandatoire en arrière des autres, on le sait que ça va finir par être ordonné. Parce que l'IBF ordonne ses combats. Les deux sols partent négligés s'ils affrontent Kim un jour. Les 2 sols partent négligés. Il faut faire très attention. Par contre, les 2 sols, Sol Kudos et Sol Boomstar, sont de très, très bonnes boxeuses. Tellement que je ne sais pas laquelle va gagner. Moi, je préfère le style de Boomstar, mais Kudos, selon moi, est plus doué en termes de base de boxe. Mais pour Kim, c'est sûr que pour Kim, c'est intéressant le chemin de l'IBF parce que ces filles-là peuvent venir au Québec se battre. On peut négocier avec elles, un peu comme on avait fait avec Plata et avec Bermudez, puis les convaincre de venir au Québec. Les budgets sont plus petits. Est-ce que Tsunami reviendrait en Amérique du Nord?
Qui? Tu sais, Tsunami est venu. Tsunami pourrait revenir en Amérique du Nord, c'est sûr, mais Tsunami ne coûte pas si cher qu'on pense. Mais présentement, je dirais que les 2 meilleures options pour Kim, c'est l'option où tu vas avoir beaucoup de visibilité, donc quand il y a Castavaillé, ou l'option où tu peux faire venir les filles chez vous. Parce qu'on s'entend qu'il y a Castavaillé au Québec, ça peut se faire, mais il faut falloir qu'il y ait beaucoup, beaucoup de moyens pour l'attirer ici. Ça, Vallée coûte beaucoup plus cher quand même que les 2 Argentines. Mais elle a le moyen de donner une belle paye à Kim. Puis rendu là, sur une carte aux États-Unis, Kim n'est pas tant désavantagée là, parce que ni l'une ni l'autre n'est américaine. Donc, c'est un risque qui est moindre. T'sais. Donc, moi, ce serait le chemin que je prendrais. En attendant, c'est un combat à ne pas manquer parce qu'il ne faut pas prendre la victoire de Kim pour acquis contre Ortiz. Ortiz a beaucoup de cartes dans son jeu. Il peut même mal faire paraître un boxeur, même si ça ne s'est pas si bien passé contre Estrada. Là, puis, Kim, des fois, comment j'expliquerais ça? Des fois, Kim a cette petite tendance-là d'avoir des combats compliqués contre des filles qui sont moins bonnes qu'elle. Mais des fois, c'est un hasard. S'il arrive une coupure puis elle perd des rondes. Mais on a vu des combats comme contre Farah, Boussouari. Je pense que c'était plus peut-être un juge qui voulait y donner une petite leçon, mais c'était peut-être un petit peu plus serré que ça aurait dû. Ouais, je vais t'amener de quoi ici, qui est une opinion personnelle, c'est pas un fait, là. Mais souvent, quand tu as un adversaire qui est moins doué, qui maîtrise moins les bases, mettons, ou qui a appris à boxer, mettons, chez les pros, ça t'amène à moins bien paraître parce que souvent, tu ne sais pas d'où les coups vont venir. C'est comme un peu un Jack in the Box, une boîte à surprise en avant de toi. Rappelons-nous, Sky Nicholson qui a déjà ramassé des filles très difficiles, une fille comme Tania Alvarez, entre autres, qui pourtant est très bien classée, mais qui apprend à boxer dans le ring à tous les combats et qui sortait des coups de tous côtés, c'était pas élégant, il n'y avait pas de posture, ça a fait très mal paraître Sky. Tu sais. C'est beaucoup ce que tu viens de dire, c'est beaucoup ce que Yvon Michel, quand on lui demande c'est quoi la différence entre 2 ou 3 minutes, c'est souvent ça qu'il va dire. Il va dire qu'une boxeuse un peu croche, mais qui développe beaucoup son cardio, va réussir à faire mal paraître quelqu'un qui est bien meilleur qu'elle à cause du 2 minutes, puis c'est plus dur de s'installer techniquement. C'est ça. Vous êtes parlé. Mais elle, Ortiz, c'est pas une fille qui va faire mal paraître Kim. Kim devrait bien paraître et Ortiz aussi devrait bien paraître. Oui, ça va être très bon. Oui. Je suis contente de ce combat-là. Je vais te placer un sujet entre les autres sujets que j'avais mis. Je vais juste parler vite de Mary Spencer et Leila Baudouin. En théorie, les deux ont un combat au mois de mars. En pratique, on sait que Spencer a un match-up. Leila, on ne sait pas trop encore. Mary Spencer va défendre son titre contre Ogledis Suarez, qui devait l'affronter l'année passée, qui a déjà affronté Marie-Ève Dicker. Non, pas juste l'année passée. Devait affronter Spencer en 22, 23 et 25. Elle a finalement eu son visa, il faut croire. Fait que là, ça en vient. C'est une défense optionnelle, qu'on comprend que c'est une défense optionnelle qui est conservatrice, je dirais, qui est très conservatrice. Moi, je ne dirais pas conservatrice, mais tu sais, moi, je suis un peu plus violent dans mes mots. Moi, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise adversaire pour Marie-Ève Dicker en 2019, fait que compléter la phrase en 2025. Mais c'est correct. Mary Spencer va compter. Je veux dire. Mais Marie, je suis allé lire là, cette semaine, puis des fois, là, moi, si j'étais matchmaker, OK, j'ai pris le combat contre Marie-Ève Dicker, j'ai rentré ça dans mon Google, j'ai lu tout ce que les journalistes ont écrit. OK? Il y avait des mots qui revenaient comme gênant, pathétique, plate à mourir. Suarez, dès qu'elle a compris qu'elle avait une meilleure boxeuse devant elle, tout ce qu'elle a fait, c'est ralentir le tempo, accrocher, tenter de survivre. Elle n'a jamais boxé ou tenté de gagner. Si moi, je suis matchmaker, je vois ça, je prends mon ciseau, je coupe son nom en deux, puis cette fille-là ne revient plus au Québec. Là, on la ramène parce que tu regardes BoxRec, l'affiche, c'est correct. Elle va venir ici, elle va sentir la puissance de Spencer, elle va accrocher, survivre, tenter de faire des rondes, probablement se faire pincer. Ce sera zéro compétitif. Puis on va dire, Marie a une défense, on vise les combats. Ça aurait pu être mieux. Là.
C'est vrai que tu es plus violent que moi. Si je compare mon mot conservateur, conservatrice versus ça, mais tu as dit beaucoup de choses de très pertinentes quand même. C'est vrai que c'était pas un beau combat contre Marie-Ève Dicker, on va se le dire. Puis Suarez a eu des up and down dans sa carrière. Elle n'est pas renommée pour être une fille très dangereuse, à part quand elle affronte des filles qui sont beaucoup plus faibles qu'elle. On va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est canné, c'est fait, c'est ça qu'on va avoir. On critiquera après. C'est juste que c'est moi, OK? C'est personnel encore. J'ai tendance à être ambitieuse quand on a un champion. J'aime ça voir des match-ups assez décents. J'aime ça voir des combats intéressants. Je m'attends à avoir du fun en regardant un combat, là. C'est surtout ça. Je ne m'attends pas nécessairement à ce que mon athlète affronte toujours une championne du monde ou pareil en unification. Pour les gens, mettons, à la maison qui vont dire Laurent exagère, tu sais. Vous regarderez là, la mise au jeu, là, elle va être favorite à 100 contre 1. Mais tu sais, je vais donner l'exemple de Maness. J'aurais 1000 fois plus préféré un rematch contre Maness qui nous avait donné une belle performance ici, mais c'est risqué. Donc, je ne sais pas où se situe le promoteur ici. Est-ce que c'est une question de risque, une question d'argent ou une question qu'il y a d'autres opportunités qui s'en viennent? Tu sais? C'est ça exactement. Si j'essaie d'être positif, mettons, exemple, si ils ont mis un combat de championnat unifié en mai ou en juin, puis que c'est déjà négocié, puis c'est déjà tout fignolé, puis qu'il faut protéger notre fille entre-temps, ça, je vais vivre avec. Je ne suis pas fou là, après ça, quand elle prendra sa retraite. Quelqu'un sort de blessure, des choses de même. Quand elle prendra sa retraite, je ferai un bilan complet de son règne de championnat, mais pour le moment, je ne tripe pas sur Gladys Suarez parce qu'elle accroche, elle tente de survivre, puis elle ne cherche pas à gagner. Dès qu'elle sent que c'est difficile. Mais, Laurent, ça m'amène à autre chose ici. Je m'attends quand même à quelque chose de beaucoup mieux pour le prochain combat, parce que là, ça ouvre la porte, on vient de le dire. On peut comprendre qu'on amène ce type d'adversaire-là dans certaines circonstances, mais moi, je veux les voir, je veux voir la suite. Il faut que la suite soit 1000 fois meilleure. Moi, je n'ai pas de problème avec un combat de retour. Tu sors d'une blessure, mettons, ou tu as besoin de reprendre confiance, mais là, on a une championne qui a gagné son dernier combat. À suivre, à suivre. Parlons de Tamara Thibault, ça te tente-tu? Des fois, on était assis un à côté de l'autre, si ma mémoire est bonne, puis Marie Spencer affrontait Sonia Dreiling, OK? Puis là, tu sais, moi, j'arrête pas de chialer qu'il y a des noms que je couperais et que je ramènerais pas, tu sais. Sonia Dreiling, elle affronte Marie Spencer, le premier round fini, elle dit à son coach puis aux gens dans le coin, elle frappe trop fort, je ne retourne pas. On appelle ça voyager pour un chèque de paye. Du boxer pour un chèque de paye. On la ramène. Là, j'ai envie de dire encore là, elle aurait dû être coupée, mais en revanche, Marie Spencer, quand elle va battre Sonia Dreiling, rapidement après, si ma mémoire est bonne, le prochain ou 2 combats après, est en championnat du monde. O'Shea Jones aux États-Unis, elle va affronter Sonia Dreiling, elle va faire 5 fois. Oui, mais après ça, elle est en championnat du monde. Là, Tamara Thibault est clairement sur la pente rapide. Dreiling est disponible. Je dis là, je vais vous faire une prédiction. Tamara Thibault va être en championnat du monde avant la fin de 25. Si c'est Dreiling, son adversaire au mois de mars, c'est Dreiling. Il n'y a pas de science en arrière, là. Il n'y a aucune science, mais je comprends ton point. J'ai ma balle anti-stress ici, mais en compte pour me connaître. Je l'aime, j'aimerais ça en avoir une. Dans le fond, on appelle ça des gatekeepers d'une certaine manière, mais un vrai gatekeeper, c'est quelqu'un qui sait boxer et qui va se donner pendant tout le temps. Oui, mais ce que je veux dire, c'est dur à matcher Tamara Thibault. Il faut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans sa catégorie. On parle d'une grande gauchère qui est olympienne. Ça fait peur à du monde, puis je comprends. Moi, être une boxeuse dans ces catégories-là, il y a beaucoup de filles qui ont 1 combat, 2 combats. Ça ne te tente pas d'aller tout de suite contre l'olympienne qui était championne du monde, puis qui est gauchère, qui mesure 6 pieds, là, puis qui est chez MVP, donc qui va être le côté A. Fait que c'est dur à matcher parce que tu peux l'amener comme des filles vraiment meilleures, mais tu ne peux pas lui offrir du 6 rounds ou du 4 rounds à ce moment-là parce que ces filles-là vont exiger du 8 ou du 10. Faut comprendre que Tamara fait du 3 minutes par round. C'est un facteur supplémentaire. Ce pas toutes les filles qui sont prêtes à faire du 3 minutes par round. Ça a été autorisé à Toronto, 6 x 3, by the way. On comprend ici que l'Ontario n'est pas comme la régie au Québec. Ils ont les règles plus flexibles. Il faut que je le dise pour les gens à la maison qui nous écoutent, OK? Là, en fait, j'étais allé au gala de boxe jeudi, puis il y avait beaucoup de Canadiens qui étaient là, impliqués dans le monde de la boxe. Puis là, j'en ai trouvé un qui parle parfaitement français. Fait que là, j'ai fait des recherches, puis là, j'ai dit, hey, tu sais, Jake Paul, parce que là, il faut savoir que Jake Paul est le gérant et promoteur de Tamara Thibault, et il va venir à Toronto avec Tamara Thibault.
On va voir aussi Sarah Bailey va être sur la même carte. Fait qu'on a Jake Paul qui a une grosse sensibilité. On l'haït, Jake Paul, en boxe masculine, mais il a une grosse sensibilité en boxe féminine. Et il va venir à Toronto. Fait que là, moi, je dis à quelqu'un, genre, mais c'est quoi cette histoire-là, tu sais, Jake Paul à Toronto? Il dit, oh non, il y a beaucoup de promoteurs qui veulent venir à Toronto. Là, je ne comprenais rien. Le gars m'a expliqué que depuis le 1er janvier de cette année, la pesée n'est plus le matin même et ben, il avait l'air sûr de son affaire, mais il m'a dit, je ne peux pas te confirmer à 100%, mais toi qui es une experte en main, les bandelettes, ici, c'était, je pense qu'il parlait en verges encore. Là. Ici, on pouvait, je pense, mettre 40 verges en bandelettes, là-bas 8. Je me rappelle, j'avais fait une grosse histoire dans le combat de Stevenson. Le monde disait Stevenson m'a rappelé bien trop fort, il était quasiment à main nue. Ça, il faudrait faire un ricochet avec notre ami Ross Amber qui va souvent en Ontario faire les mains. Les bandelettes ont été ajustées. Fait que maintenant, les règlements sont à jour avec les règlements des 4 associations. Donc, quelqu'un comme Jake Paul pourrait venir souvent à Toronto s'il y a du succès en mars. Puis un autre point, ils acceptent le 3 minutes chez les filles et aussi, ils sont beaucoup plus rapides pour amener les femmes vers du 6 puis les boxeurs tout court vers du 6 puis du 8 rounds. Rappelez-vous que Sarah Bailey a passé pro sur un 8 rounds. Jamais au Québec, ça serait arrivé. Jamais. Non, mais pour donner, mais ça, juste pour faire du rebondissement sur ce que tu dis, on ne l'a pas autorisé à Arthur Beterbiev, qui était boxeur de l'année. Olympien, toute l'équipe. Il était obligé d'affronter des gars de 4 rondes. Tu sais, à un moment donné, c'était quasiment un petit peu dangereux. Mais là, c'est ça. Peut-être qu'eux autres, ça va trop vite de donner des 10 rondes, puis nous, ça va pas assez vite de donner des 6. En fait, ils sont basés sur l'expérience de l'adversaire et l'expérience de la boxeuse chez les amateurs. Donc, c'est pour ça que Tamara, après un seul combat de 4 rounds x 3 minutes, est capable de faire un 6 rounds de 3 minutes en Ontario. Au Québec, ça aurait été un 4 rounds pendant comme 3 combats, 4 combats. Après ça, ça aurait pu passer à du 6, puis il n'y a pas de dérogation. Puis au Québec, tu n'aurais pas pu avoir du 3 minutes présentement. Les règles pourraient changer, mais c'est du travail. Ça fait des années que les promoteurs travaillent pour essayer de la faire changer, mais je ne sais pas quel effort ils mettent là-dedans, quelle huile de coude ils mettent là-dedans. Marie, encore là, je t'interromps beaucoup parce que je sais que tu es malade, puis je veux que tu t'enflammes pas trop. Ici au Québec, encore là, je le rajoute pour les gens à la maison. Vas-y, on explique, on est des pédagogues. C'est que depuis la commission, je pense, Clich ou Néron, là, un des deux noms, j'ai oublié, dans les années 80, après la mort de Cleveland Denis, c'est que c'est vraiment la boxe dépend du ministère de la Sécurité publique. Fait que simplement changer le règlement des 4 rondes pour 6 rondes après X nombre de combats, ça prendrait que le gouvernement de la CAQ amène un projet de loi qui serait voté et ils ont d'autres affaires à s'occuper. Fait que c'est beaucoup pour ça que rien ne change au Québec. C'est même pire que le ministère, c'est le département sous le ministère de la Régie des alcools, des courses et des jeux. On s'entend que ça fait mafia pas mal. Ça fait mafia pas mal. C'était beaucoup aussi pour contrer la corruption, là, pas juste pour la sécurité. C'est compliqué de changer une règle ici. Tout ça pour dire que Tamara Thibault va faire son 2e combat en mars, début mars, face à Sonia Drilling. Et je vous le dis, ce qu'elle a fait à Mary Spencer, ça pourrait encore arriver face à Tamara Thibault. Si Sonia Drilling sent qu'il fait chaud, qu'il fait très chaud, non, mais récemment, c'est sûr qu'elle dise je vais prendre mon chèque. Non, je pense que non, mais je vais te surprendre, mais je pense qu'elle a trouvé une recette pour faire des rondes. J'avais vu son combat contre O'Shea Jones. C'était correct, genre. Je pense juste que Tamara frappait trop fort, là, mais pas Tamara Marie, mais je pense pas que ce soit le pain et le beurre de Thibault, la force de frappe. On ne le sait pas, parce qu'elle n'a pas fait sa transition encore. Fait quand une grande fille de même, là, avec une grande gauchère de même, ça se peut qu'elle puisse surprendre une coupe de boxeuse, surtout à Toronto. Fragile. Fait que tu es obligée d'y aller, Marie? Moi, j'aimerais ça y aller, mais c'est compliqué. Fait que présentement, je suis stand-by pour voir si j'y vais ou pas, là. C'est très compliqué pour moi, là. Je fais moins de déplacements. C'est pas que j'aime pas mes boxeuses et je veux pas me déplacer. C'est juste que j'ai une vie en dehors de mon podcast et je dois travailler aussi, gagner ma vie. Et aussi, je veux dire, ça coûte cher. J'habite loin aussi. Je suis pas à Montréal. Je peux pas dire je vais faire ma journée de travail, m'aller prendre le train après ou l'avion, puis je reviens le lendemain. C'est trop compliqué. À quand un train d'affaires Rimouski-Toronto? Juste pour finir notre grande tournée québécoise, moi, je vais te donner un scoop. Oui, vas-y. Je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai même pas le droit de parler, mais Jardine Benjamin.
Jardine Benjamin va passer pro à quelque part au Québec dans le premier trimestre. Ça t'en fera une de plus à surveiller. Moi, plus j'en ai, plus je suis contente. Hey, on parle-tu de Sophie Legrand? Sophie Legrand, oui, mais je voulais te parler aussi rapidement. Oui, Sophie Legrand a fait ses débuts pro. Elle voulait se payer un trip. C'est une fille qui vient du MMA, qui a l'air d'avoir un gros following dans le coin de Québec. Ils ont été obligés de remplacer l'adversaire à la dernière minute. C'était compliqué. On savait que ça allait être compliqué. On s'en était parlé en privé, nous autres. Mais elle a voulu vivre le rêve. Puis bravo à elle. Bravo pour les mois d'entraînement qu'elle a fait avant. Elle a pris ça au sérieux. J'ai quand même une critique à faire. C'est pas contre Sophie. OK? Quand on amène une adversaire de remplacement, on s'entend que Sophie, c'est une fille qui fait ses débuts pro passé 40 ans. Ça fait 1 an qu'elle veut faire ses débuts pro. Elle n'a pas beaucoup d'expérience en boxe amateur. Elle en a quand même en MMA, mais c'est pas la même chose. Il faut faire attention avec les comparables. Quand on change d'adversaire, il faut faire attention. Il faut regarder comme il faut la fiche de l'adversaire. C'est pas parce qu'elle a des défaites que c'est des défaites qui ne sont pas signifiantes. On savait que ça allait arriver. Quand j'ai regardé la fiche de Gisela Noémie Luna, qu'on appelle l'impératrice, by the way, moi, je la connaissais déjà. J'avais déjà vu son combat contre Maxime Novoselic, Maxime Turcotte Novoselic. Elle était venue surprendre Maxime ici au Canada l'année passée. Mais il y a surtout un combat de cette fille-là qui est un combat qui parle beaucoup. C'est celui qu'elle a fait contre Maria Inès Ferreira. Maria Inès Ferreira, là, c'est une fille qui est classée numéro 3 à l'IBF présentement. Puis cette fille-là a réussi à faire un split draw contre cette fille-là. Elle a perdu, pas un split draw, mais une défaite, une défaite par décision partagée contre cette fille-là, Ferreira. En partant, c'est un indicateur que ce fille-là est capable de se battre sur du 8 puis du 10 rounds puis chauffer les oreilles de filles qui sont très bien classées. Fait que quand tu amènes ça sur du 4 rounds, la fille, elle va être infatigable. Là. Du volume sur 4 rounds, elle est capable d'en faire. Là. C'est des filles d'Argentine, du Mexique qui sont déjà renommées par avoir du volume puis de la force de frappe un peu. Ils ont du menton aussi. C'est sûr que ça va causer des problèmes à quelqu'un qui n'a pas de repère pro, qui se bat pour la première fois avec des plus petits gants, qui se bat pour la première fois pas de casque. Tu sais, c'est plus ça aussi. Là. Donc, c'est une critique. Je le sais que je vais me faire dire « Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de choix, c'était du dernière minute, blablabla. » Je comprends, sauf que c'est délicat quand même de choisir ce type de défi-là quand on passe pro. Il faut toujours être indulgent puis comprendre que tu as une athlète qui doit se familiariser avec ce que c'est le monde pro. Là. Puis Sophie, elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Moi, je suis contente. Je suis fière d'elle. Je l'ai rencontrée au mois de juin l'année passée, puis on avait parlé de ses débuts pro-là qui allaient arriver quelque part dans les mois suivants. Je l'avais rencontrée dans un combat féminin. Elle se battait à Toronto, puis j'étais là. Puis on avait jasé de tout ça, puis elle me parlait comment elle travaillait fort, puis c'était quoi son processus. Puis tu sais, ça a été un long chemin pour elle de se rendre là. Je trouve ça dommage qu'on remplace une adversaire à la dernière minute par une fille aussi difficile. On le savait que ça serait dur. Moi, je l'ai vu tout de suite. Quand Marie, oublie jamais que dans la vie, le chemin parcouru est plus important que l'arrivée. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de lui dire qu'on est fier d'elle. Parce que c'est pas facile. Ça prend du cœur en maudit, passer pro à passer 40 ans. Là. C'est donc bien beau quand je parle. Marie, il nous reste un dernier sujet sur la scène québécoise. Jessica Camara s'est rendue au début de l'année en Angleterre pour affronter Dubois. En tout cas, moi, naïvement, j'étais mêlé, puis je pensais qu'on avait toutes les mêmes règles partout. Elle s'en sort avec un match nul. C'est pas un match nul. C'est nul partout. C'est ça. Tu sais, partout dans le monde, ça aurait été un arrêt, ça aurait été un no contest, comme ils appellent. Et le no contest, dans le fond, c'est vraiment, on le voit en gris sur BoxRec, souvent le petit code. Ça veut dire que le combat est arrêté avant les 4 rounds réglementaires pour le valider. Donc, on ne va pas aux cartes des juges et on considère que le combat ne compte pas sur la fiche. Ici, en Angleterre, le combat compte sur la fiche. OK? Le combat compte sur la fiche et c'est considéré comme un combat nul. C'est un petit peu amusant quand même parce que ce qu'on a vu, là, c'est loin d'être un combat nul. Ce qu'on a vu, c'est loin d'être un combat nul. Je comprends que les 4 rounds réglementaires n'ont pas eu lieu, mais c'est délicat. Moi, je ne trouve pas que Caroline Dubois mérite d'avoir un combat nul sur sa fiche pour ce qu'elle a donné comme performance. Puis, à l'inverse, Jessica Camara, elle a un combat nul, mais elle n'était pas dans le combat. Là.
On va se le dire. Ça a été un combat très, très difficile pour Jessica Camara du début à la fin, pendant les 3 rounds que ça a eu lieu, là. Il y a eu un coup de tête, il y a eu plein d'affaires, mais tu sais, quand on voit au ralenti, on voit que c'est pas plus la faute de l'une que de l'autre. C'est un accident, là. Tu sais, c'est pas de la boxe cochonne qui est arrivée. C'est vraiment un Marie, moi, je veux pas, j'essaie de faire attention, mais à ce que je vais dire, mais la preuve de ce que tu avances, c'est qu'il n'y a pas de revanche. Il n'y a pas de revanche, d'une part. Moi, je vais questionner, je vais juste faire un commentaire aussi là-dessus. Je questionne le choix ici. Parce que Jessica Camara, elle a le WBA Gold. Elle avait le WBA Gold qui est censé l'amener très, très haut à la WBA, pratiquement comme numéro 1 à la WBA en termes d'aspirante. C'est un peu comme ça que la WBA fonctionne. Bon, il y a des exceptions, mais il n'y avait pas de championne intérim à WBA. Donc, d'un autre côté, elle était aussi haute à la WBC. Donc, elle a accepté un combat contre Caroline Dubois pour le titre intérim à la base qui s'est converti en titre régulier dans le processus, là, 2 semaines après que ça a été annoncé, parce que Katie Taylor a abandonné son titre WBA et son titre WBC. Or, le chemin pour que Camara devienne championne du monde aurait été beaucoup plus intéressant par la WBA parce qu'elle était numéro 1, puis la numéro 2, c'est Stephanie Hahn, qui est signée chez King. Puis présentement, là, c'est Stephanie Hahn qui va ramasser la chance de se battre pour le titre vacant. Puis elle affronte qui? Elle affronte une fille qui s'appelle Hannah Turlep, qui est vraiment pas de calibre. Et qui est non seulement pas de calibre, mais qu'elle s'est fait knocker là, de façon foudroyante contre Chelsea Anderson. Puis on peut trouver le knockout en ligne. Là, je pense que c'était son dernier combat. Donc, la WBA était très flexible sur ses critères d'acceptation du combat pour le titre vacant. Jessica Camara aurait quand même pu affronter Stephanie Hahn pour avoir une meilleure chance que contre probablement que je ne sais pas si la fiche de paye était hyper payée, était vraiment très intéressante. Ce que je m'en allais dire, probablement qu'il y a un côté qui était plus payant. Moi, je ne le sais pas, mais je vais le dire, j'espère que c'était très payant. C'est juste ça que je vais dire. Parce que si ce n'était pas très payant, c'est un choix qui a été fait parce que ça donnait de la visibilité ou peu importe, je crois que l'autre chemin aurait été plus intéressant, mais c'est une opinion personnelle, encore là. Moi, je ne suis pas le manager, je ne suis pas le promoteur de Jessica. Mais Marie, juste en revanche, je veux dire que Jessica Camara a eu souvent la réputation d'être une road warrior et était allée chercher des victoires à l'étranger. Peut-être qu'on se fiait là-dessus, on s'identifiait beaucoup au fait que nous, on va chercher des combats à l'étranger. Donc, le défi c'est sûr que grand. Oui, mais c'est pas la question de victoire, mais c'est une question de choix. Si le but, c'est d'être championne du monde, je trouvais que le chemin vers la WBA aurait été plus intéressant que le chemin vers la WBC, compte tenu que Dubois est beaucoup plus difficile à aller prendre chez elle que, mettons, un titre vacant contre une fille qui est correcte, mais qui n'a pas encore fait ses preuves comme des bonnes adversaires. C'est vraiment juste comme ça, mon point. Là, Dubois, elle a passé Jessica, puis elle s'en va affronter Bomiréchine en sous-carte de Price contre Jonas. OK, j'accepte ça. Bomiréchine est bonne. Tu la connais peut-être pas, mais elle a déjà fait un... Je me rappelle de sa défaite par split décision. C'est un peu contre elle que personne n'avait commencé à vieillir. Oui, elle a perdu une décision partagée. Il y a eu une décision partagée, si je ne me trompe pas, comme Pearson. Bomiréchine, l'année passée, était classée aspirante obligatoire d'Alicia Baumgartner à 130 livres, puis elle a monté dernièrement à 135. Donc, on ne la voit plus dans les classements parce qu'elle a juste fait un combat dans un catchweight, puis elle s'en va tout de suite affronter Caroline Dubois. J'ai pas de problème. Moi, je trouve ça décent, même si les gens ne connaissent pas Bomiréchine. Pour moi, c'est décent. J'aurais préféré voir Caroline Dubois contre un autre type d'adversaire, je te dirais quand même, parce que, tu sais, ça a été très rapide contre Jessica Camara, donc ça m'a laissé sur ma faim. Et je pense que Boxer aurait pu vraiment... je sais qu'il y a une offre qui a été faite à Terry Harper, puis Terry Harper a répondu de façon assez virulente. Non, merci, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais tu vas me donner un délai décent. C'est pas vrai que tu vas m'avertir à 4 semaines d'avis pour un combat d'unification, puis 250 000 $, ou 200 000 $, c'est pas suffisant, ça vaut plus, parce que c'est un combat d'unification. Je comprends le point de Terry Harper. C'est pas parce qu'il y a des filles qui se vendaient cheap à une certaine époque qu'il faut continuer de se vendre cheap. À un moment donné, on le sait qu'il y a des filles qui ont eu plus que ça pour des combats d'unification, surtout Angleterre contre Angleterre devant des publics vendus sur des grosses cartes. Je comprends le point de vue de Terry Harper qui veut un camp d'entraînement complet aussi.
Je pense qu'il y a un petit peu de pays, tu sais, le pays des calinours et des licornes, là, ici, chez Boxer, de faire des offres à la dernière minute pour attirer une adversaire bonne. C'est pas logique à cette heure, là. Présentement, on n'est pas là, là. On parle de vraiment des combats à 4 semaines d'avis d'unification. Je trouve pas ça fair. Ça peut 8 semaines d'avis, oui, mais pas 4 semaines. D'accord. Attention pas trop me mêler, là, parce qu'on était à Dubois. Puis là, tu es rendu à Harper. Je suis tout mêlé. Ben non, mais on peut aller vers Clarissa Shields, peut-être? Non, mais attends, parce que j'ai préparé un nouveau segment. Ouh! Alors, j'ai préparé un nouveau segment pour te faire rire. La citation de la semaine. Je t'écoute. La prochaine fois que tu me frappes aussi fort, j'appelle la police. Ce sont les mots de Danielle Perkins après avoir été frappé violemment par Clarissa Shields qui n'est pas allée chez les poids lourds pour faire des décisions unanimes. Clarissa Shields est intéressante chez les poids lourds, je dirais. Parce que on voit un peu plus la puissance que les gens voyaient peut-être pas avant. Là. Ça fait, tu sais, contre Vanessa, on l'a vu. Puis là, contre Perkins, tu sais, le monde pouvait dire Vanessa, elle avait déjà été knockée par Jiménez, mettons. Mais, tu sais. Non, mais tu sais, il y en a qui ont dénigré Vanessa pour s'être fait knocker par Shields. Mais Shields a pratiquement knocké Perkins aussi. Tu sais, à un moment donné, Perkins, même 2 fois plutôt qu'une dans le combat, elle s'est relevée, là, puis elle a fini son combat comme une grande, mais c'est Clarissa qui a bien paru ici. Ça n'a pas été simple. Il faut comprendre que Clarissa s'est blessée le vendredi, la journée de l'entraînement public, puis elle avait une épaule maganée, pas à peu près. Ça a l'air que son bras droit était très difficile à utiliser, son bras gauche, pardon, était difficile à utiliser, ou l'inverse, je ne suis pas sûre, là, mais en tout cas, elle avait un bras qui était en douleur à chaque fois qu'elle tirait. Fait qu'elle a beaucoup travaillé avec une seule main. Si je ne me trompe pas, c'est sa main droite qu'elle a beaucoup tiré. L'overhand passait beaucoup. Elle avait bien saisi la grandeur puis l'espace qu'elle avait pour popper vers Perkins puis se retirer sans se faire toucher. Mais ce qui m'a le plus choqué de ce combat-là, Qu'est-ce que tu as vu? Je ne veux pas capoter, là, mais le juge Robin Taylor, il remet une carte de 97-92. Ça veut dire qu'il y avait 7 rondes à 3 avec la chute au 10e. Là, je ne sais pas comment il a fait pour trouver 3 rondes. J'étais découragé. C'est quoi les juges? Ils veulent être différents des autres. Genre, ils pensent qu'ils vont gagner un prix. Hein. Je ne sais pas, il était peut-être assez du bon côté de l'action. C'est sûr que quand on regarde l'action dans les cordes, c'est là où Shields a une faiblesse, du moins. Mais il faut encore penser, est-ce que c'était une faiblesse sur ce combat-là seulement parce qu'elle avait un bras magané? Quand elle était adossée aux cordes, je trouvais qu'elle se faisait plus toucher et elle était moins efficace. Puis elle a été quand même plusieurs fois adossée aux cordes. Elle aurait pu se faire pincer par Perkins. Mais on dirait que Perkins était molle, qu'elle n'avait pas assez de force de frappe dans ce combat-là, contrairement à d'habitude. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je n'ai pas trouvé que Perkins avait boxé à la hauteur de ce qu'elle est capable de faire. D'un autre côté, Shields s'est vraiment donné. Puis là, as-tu vu le beef qu'il y a eu avant aussi? C'est des amis, mais il y a eu un enjeu sur le contrat. Puis Corey Herdman en a un petit peu expliqué sur la description sur DAZN après. Clarissa Shields a confondu, s'est trompée. Elle pensait que le contrat était signé à 175 livres, comme pour Vanessa. Mais il faut se rappeler que la WBC n'a pas de light heavyweight. Elle a juste une catégorie heavyweight. Donc, pour eux autres, ça couvre de 168,1 à part en haut. Ça, c'est considéré heavyweight. Mais pour les autres organismes de sanctions, ils ont du light heavyweight à 175 et le 175,1 et plus, c'est considéré du heavyweight. Donc là, elle se battait heavyweight et le poids contracté était à 180 livres. C'était clair sur le contrat. Mais là, il y a eu du beef parce qu'elle essayait de faire passer Perkins comme une fille qui n'avait pas fait le poids et ce n'était pas le cas. Là, Marie, il faut que je te dise une affaire. Les gens, il y a eu beaucoup de chiolage d'après-match parce que c'est toujours ça. Mais là, il faut que je vous le dise quand même. Là, à la boxe féminine, dans le temps, quand Marielle Dicker était championne, on disait qu'il y avait seulement 14 filles à sa catégorie de poids. La boxe féminine n'est pas encore rendue comme la boxe masculine en termes de nombre. Il y a des catégories qui sont très fortes et nombreuses, puis il y a des catégories vides. Okay? Là, je vais vous faire rire, mais c'est pas pour dénigrer. On rit. Okay? Clarissa Shields est championne chez les poids lourds. Okay? Si je vais sur mon BoxRec et que je vais voir la numéro 4 dans le monde, OK?
La numéro 4 s'appelle Trish Vaca. OK? Elle a 1 victoire, 8 défaites et 2 nuls. Elle n'a pas gagné un combat depuis 2018 et elle est classée 4e, je ne sais pas par quelle force d'algorithme, mais Timea Nagy, qu'on a vu perdre 2 fois plutôt qu'une au Québec, est classée 7e au monde. Donc, je pense que Shields, elle va se battre chez les poids lourds, mais son jeu, ça va être de toujours attirer quelqu'un de la division en dessous. Ouais. Elle ne battra pas contre Vaca. Là. On le dit tout de suite. Là, elle va trouver des défis. Là. Non, mais elle pourrait battre les 3 dans l'après-midi. Ah non, c'est ça. Mais elle risque d'affronter, exemple, elle va donner une revanche à Anna Gabriel chez les lourds. Ça va être des patentes comme ça, mais... Mais moi, oui, c'est ça. J'aimerais ça qu'elle redescende à 168 Shields. Ça serait, moi, c'est ce que j'aimerais, parce que j'aimerais vraiment qu'elle affronte Franchen à 168. Elle n'a jamais été undisputed à 168, by the way, donc ça serait quelque chose d'intéressant pour elle. Je pense qu'il y a plus de chances à 168 d'attirer des filles intéressantes et elle peut le faire. Maintenant, elle nommait des noms, là, puis le monde était là, mon Dieu. Ils ne comprennent pas le 2e degré, les gens. Quand elle parle de Chris Cyborg et de Leila Ali, là, c'est parce qu'il y a du beef. Elle a dit, venez m'affronter, je vais affronter les Chris Cyborg. Marie, là, c'est pas moi qui va critiquer Shields de nommer des gens comme ça. C'est Canelo gossique Jake Paul toute la semaine. Je veux dire, il faut quand même être de notre temps, genre les boxeurs, même s'ils sont pros, même s'ils sont les meilleurs de la division, ils veulent aller chercher ces gens-là qui sont des vedettes, entre guillemets, des influenceurs pour faire de l'argent. Donc, si tu as une Chris Cyborg dans ta profession, genre, mais à un moment donné, tu te dis... Oui, mais il y a un côté chicane de clocher aussi. Il faut comprendre que Chris Cyborg voulait affronter Shields l'année passée, puis s'en était parlé, mais elle refuse de monter à 154. Oui, elle voulait affronter aussi Cecilia Braekhus. Je veux dire, elle a juste voulu aller en boxe. Non, mais je pense qu'elle veut juste... son idée, c'est juste d'aller en boxe pour faire un méga raccourci. Et pour Leila Ali, c'est tout lié à une entrevue qu'elle a donnée dernièrement où elle plantait un petit peu Shields... Il y avait de la vengeance. Shields a déjà planté. Moi, je peux le dire, je suis penché. Je suis penché. C'est de la chicane de clocher, c'est de la petite chicane. Ceux qui ne voient pas que Claressa Shields est la plus grande de tous les temps, avec des Olympiques gagnés à 17 et 21 ans, avec tout ce qu'elle vient de faire chez les pros, vous êtes vraiment mêlés. Dans ma tête, il y a des années-lumière devant Cathy Taylor. Claressa Shields. Là, tu me traduis, tu prendras mon propos, tu traduiras ça en anglais, tu enverras. Claressa Shields est la meilleure boxeuse de tous les temps. Il n'y a même pas place à la discussion. Et voilà. Et ceux qui ne sont pas contents, mais c'est à vous de trouver. Changer de poste. Il y a eu des débuts professionnels pour Ashley-Ann Lozada. Il y a un combat d'activité pour Sammy Worthington. Si ma mémoire est bonne, c'était sur la même carte. Oui, on va passer vite. Il y avait 4 combats féminins. C'est 4 filles qui sont signées chez Salita. On parlait de Caro Vert. On parle de Shields. Et Ashley-Ann Lozada et Sammy Worthington sont aussi signées là. Ashley-Ann est allée aux Olympiques. Caroline Vert la connaît bien. Ils sont côtoyés dans les milieux amateurs quand même assez souvent. Elle affrontait Denise Moran pour ses débuts pro. C'était une fille tough, Denise Moran, parce qu'à la base, elle s'est boxée, puis elle aussi, elle a eu une carrière amateur, mais honnêtement, ça a été un combat facile, one-sided, comme on dit, pour Ashley-Ann. J'ai trouvé que Denise, après un round, n'avait plus de jambes. Déjà en partant, je me suis dit, OK, on a un problème, parce qu'Ashley-Ann était très en forme, portoricaine, douée. Elle s'est battue à 126, mais elle devrait descendre à 122, selon ce qu'on m'a dit. Puis continuer sa carrière-là. Elle est à suivre. Ils veulent aller en fast track pour cette fille-là, clairement, en lui amenant Denise Moran en début pro. Pour Sammy Worthington, c'est pourquoi j'en parle, parce que j'aimerais tellement que Marie-Pierre Roule l'affronte. C'est la numéro 1 présentement, pas partout, mais à 140 livres, elle est très, très bien classée, Sammy Worthington, est devant Marie-Pierre. Maintenant, elle n'a pas eu les défis que Marie-Pierre a eus. Et j'aimerais voir ce combat-là parce que je crois que ça donnerait un bon combat d'une part. Et je crois que ça pourrait être compétitif et ça pourrait être avantageux pour Marie-Pierre Roule parce que si tu bats Sammy Worthington, tu passes en avant d'elle et tu peux te positionner très haut. Elle est même mandatory de Cathy Taylor dans une association. Message à Yves Lévesque. Ça serait un combat organisé, mais ça ne sera pas simple parce que Worthington est signé chez T-Rex Promotion en collaboration avec Salita. Elle est protégée aussi.
Donc, ça va prendre, tu sais, mais c'est moi, là, disons qu'on ne regarde pas la business de la boxe, puis je regarde juste qui j'aimerais voir dans un ring l'une contre l'autre. C'est sûr que cette fille-là, j'aimerais la voir contre Marie-Pierre Roule à 140 livres. C'est ce que j'aimerais. Marie-Pierre Roule, qui n'est pas sur la carte de février. Donc, est-ce qu'on lui cherche un combat à l'étranger? Est-ce qu'elle sera la finale d'un gala en mars ou en avril? À suivre pour Marie-Pierre Roule, qui j'ai questionné et n'avait aucune réponse. Pas de réponse pour l'instant, à suivre, comme on dit. Là, tu veux nous parler de la meilleure super mouche au monde, Mizuki Hiruta. C'est ma nouvelle préférée de l'année. Mizuki Hiruta. Je l'aimais déjà. Championne du monde à 115 livres, WBO, signée chez Tom Loeffler, entraînée par Manny Robles, qui entraîne aussi Ramla Ali, qui entraîne Mikey Akrap, qui a déjà entraîné Andy Ruiz, qui est dans le coin de Michaela Mayer. Donc, s'entraîne aux États-Unis, mais vit au Japon. Cette femme-là, vous devez la suivre parce que c'est une Japonaise, puis on a tendance à avoir l'idée de comment se battre les Japonais. Elle a tout le package deal, là. Elle est rapide, elle est puissante, elle connaît ses bases, elle connaît sa boxe, elle est incisive, beaucoup de ring IQ, mais en plus, elle a une personnalité attachante puis un style amusant. Elle ressemble à une petite fille du quartier Harajuku, tu sais, les typiques filles qui sortent des animes, là, des mangas, avec ses petits cheveux roses, puis ses bottes à poil, puis ses sacs à dos d'Hello Kitty. Puis elle se promène, puis on dirait vraiment le cliché typique de la japonaise qu'on s'imagine dans les films, mais elle est vraiment ça, en plus d'être une bonne combattante. Elle a affronté Maribel Ramirez et l'a fait paraître pour une débutante. Et Maribel Ramirez était championne du monde jusqu'à il y a 2-3 ans. Elle l'a mis au tapis 2 fois. Le combat était arrêté à cause d'un coup de tête, mais c'était vraiment pénible. Elle a tout un look, hein? Ah ouais, hot, là! Oui, les gens à la maison. Elle est percée dans le nez, elle a les petits cheveux roses. En plus d'être hyper sympathique, elle est très talentueuse en boxe. Mizuki Hiruta, à mettre sur votre... Je voulais vous en parler parce qu'on ne parle pas beaucoup de ces boxeuses-là. Ça passe souvent sur des cartes qui ne sont pas vues par un grand public. Mais si vous allez voir les extraits de ces combats, vous allez dire « Oh my God, cette fille sait boxer ». Parfois, vu qu'elle est avec Tom Loeffler, elle va souvent être sur les plateformes de UFC Fight Pass. Tom Loeffler a beaucoup une entente avec UFC Fight Pass pour ces gars-là. Ça me fait rire parce que je la découvre en même temps, mais regardez comment elle est montée sur le ring avec sa robe. Elle est spectaculaire dans tous les sens du terme. Une toute petite 115 livres. Dans ma tête, c'est la meilleure au monde à 115 livres. Je la mets devant Ginny Fuchs, Laurent, et je la mets devant Liana Cruz. Ça, c'est 2 noms qui sont hot présentement. Elle a l'air réellement en bonne condition physique. Tu sais, je regarde les photos de la pesée, ça a l'air d'être toute une athlète, là, pas juste oui, elle joue un peu avec sa personnalité et son style, mais on voit qu'elle a fait ce qu'elle a à faire. Ah oui, elle n'est pas là en touriste, là. C'est une vraie athlète, puis je vous le dis, elle est classée numéro 1 sur Barcrec, là. Ouais. Elle était déjà championne à son 3e combat de la WBO. Oui, puis là, Tom Loeffler l'a signé, donc il commence à lui amener de la gradation en adversaire, là, puis elle livre la marchandise. Je te dis, regarde son swag ici à prendre photo avec moi. Moi, je suis fasciné. Moi aussi, j'ai une nouvelle. Ah non, il faut que tu la suives, Laurent. Elle est super intéressante, puis elle est bonne. Je te dis, si on regarde ses combats, il n'y a pas de déception. Elle est dans l'activité, elle n'est pas passive. Elle a du volume, de la précision, de la puissance. On voit son petit visage amusant, puis son petit look, puis on se dit, elle a l'air inoffensive, mais pas inoffensive, c'est une toffe dans le ring. Puis on va la voir de plus en plus, vu qu'elle se bat maintenant aux États-Unis, maintenant qu'elle est signée chez Tom Loeffler, qu'elle s'entraîne aux États-Unis. Donc, à suivre, mais ajoutez-la Mizuki Hiruta sur votre compte, dans votre Instagram, pour pouvoir bénéficier de tous ces nouveaux looks et de tous ces nouveaux vidéos de boxe. Oui, je vais vous faire un suivi quand elle va se rebattre, je vais vous avertir d'avance. Alors, j'aimerais saluer ma bonne amie Léla Baudouin, qui est 3e sur le Ring Magazine.
tant mieux, elle est là, qui obtient un peu de visibilité. Élise Cottenay se démarque face à Mea Motu. Élise Cottenay est allée chercher le titre IBO qui lui manquait. Mea Motu était championne IBO des 122 livres. Élise Cottenay a déjà le titre WBO et IBF. Donc, pour elle, c'était une unification qui était correcte. C'était sa mandatory aussi à l'IBF. Donc, c'est fait. Elle a dominé Mea Motu, qui est une boxeuse. Et Mea Motu, là, c'est une femme qu'on connaît moins parce qu'elle vient de la Nouvelle-Zélande. C'est beaucoup battu par chez elle. C'est une Maori qui a plusieurs enfants. Je ne me trompe pas, elle a comme 4 ou 5 enfants. C'est vraiment une maman boxeuse, là, typique comme on s'imagine. Très douée, très intéressante, mais cette fois-là, Ellie a été totalement supérieure. Je ne sais pas si c'est parce que Mea n'a pas livré la marchandise ou parfois, c'est difficile de pouvoir évaluer le talent de ces filles-là parce qu'on ne les a pas vues, les comparables vers des gens qu'on connaît. Hein. Ils boxent des filles qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas souvent. Fait que c'est difficile. C'est un peu comme pour les Africaines. Souvent, ils peuvent avoir une fiche de 10-0, mais on ne sait pas leur vraie valeur tant qu'on ne les met pas contre une fille qu'on connaît comme barème. Donc, Mea Motu, moi, je l'aime bien. Sauf que Élise Cottenay était sublime. C'est pas facile pour Élise Cottenay, Laurent. Présentement, ça veut unifier. Elle a 2 choix. Il faut qu'elle aille contre Nazarena Romero. Ça, c'est faisable, mais Nazarena va se vendre cher. Nazarena qui est signé, son manager, c'est Sanson, le même que David Benavidez. Donc, elle ne se vendra pas cheap là, pour une unification de ceinture. Puis l'autre chemin, c'est Yamilette Mercado. Mais Laurent, ça, c'est une typique boxeuse Yamilette Mercado qui n'a aucune envie d'unifier. Elle n'a pas envie de sortir du Mexique. Elle n'a pas envie d'unifier. Elle ne cherche pas à unifier. Elle cogne à aucune porte. Elle ne fait jamais de sortie publique. Puis, elle refuse toutes les offres. Elle est déjà sortie contre Serrano une fois, mais à 126 livres, elle ne mettait pas son titre en jeu. Puis, contre Ramla Ali, parce qu'elle savait qu'elle pouvait la battre. Oui, Marie, moi, des fois, là, je fais des recherches pendant qu'on jase. Là. Puis, Mea Motu, elle a 5 enfants. Okay? Oui. Elle est très impliquée dans une fondation pour les enfants. Je n'ai pas trop compris, je n'ai pas trop traduit. Mais elle a fait, tiens-toi bien, Celebrity Island dans son coin. Puis, elle a passé genre des jours à manger des fruits qu'elle trouvait, genre, puis elle les rincer. Puis là, elle dit, ça m'a rendu plus forte. C'est quand même une petite vedette dans son coin. Non, mais c'est ça, c'est une vedette locale. Puis, comme je disais, elle a plusieurs enfants. C'est une maman qui va s'entraîner 2 fois par jour, qui est allée chercher son titre, mine de rien. Je pense qu'elle est signée chez No Limit en Australie, mais je ne suis pas sûre. Elle travaille pour un organisme de charité qui offre des soins aux enfants avec des problèmes mentaux en bas âge. C'est vraiment une très bonne personne, une chouette fille, une bonne boxeuse, mais ici, Élise Cottenay était vraiment à la hauteur d'Élise Cottenay. Elle a été vraiment... Élise Cottenay progresse bien. Élise Cottenay a dit, si je ne suis pas capable d'unifier, j'aimerais ça affronter Sky Nicholson à 126 livres. Écoute, why not coconut, comme on dit, sauf que je pense pas qu'Eddie Hearn va vouloir mettre ces 2 championnes l'une contre l'autre puis cannibaliser ses revenus d'une certaine manière à ce niveau-là. Hey là, Marie, tiens-toi bien, là, ça fait 1 heure qu'on parle, mais j'ai encore des bonnes lignes pour toi. Vas-y. J'en ai toute une. Y a-tu quelque chose de plus triste que la neige au mois de mars? Mais j'ai quelque chose pour réchauffer ton cœur. 4 combats au mois de mars qui, selon moi, t'intriguent. Ouais. Sandy Ryan contre Michaela Mayer 2, la revanche, après que Ryan, se dirigeant vers l'aréna, se fasse vider un pot de peinture sur la tête. On a Nina Hughes contre Cherneka Johnson 2. Mais eux autres, je ne me souviens plus de leur prénom. Mais Kirsty Hextall, qui est moi que je l'aime bien aussi. Donc, on a 4 combats annoncés. Sont tous sur la même carte? Non. Ryan Mayer va être sur une carte au Fontainebleau un petit peu plus tard au mois de mars à Las Vegas. Donc, c'est plus New York, c'est rendu Las Vegas. Suivez ces 2 filles-là présentement parce qu'il va y avoir du beef, comme on dit. Ça va chauffer tout le long parce qu'il y a des... Ils s'aiment pas. Hein? Là, je t'interromps violemment, mais j'ai trouvé, j'ai écouté des cartes en Angleterre récemment de A à Z. J'aime ça faire ça. J'écoute la carte au complet dans l'après-midi. Puis j'ai trouvé la promo entre Lauren Price et Jonas. Ils vont pas avec le dos de la main morte aussi. Hein?
ils savent se vendre et s'obstiner. Le dos de la mémoire. Oui, mais ils vont vendre. Ces filles-là ne se détestent pas, mais ils vont faire le nécessaire pour vendre des billets et rendre ça intéressant. La carte va être pas pire aussi. On en reparlera parce que tu as Artingstone, Chapman qui sont dessus. Ryan Mayer, tu sais, comme pour te dire, c'est le combat qu'on veut voir. C'était un split decision. Il y a la moitié des gens avaient vu Mayer gagner, l'autre moitié Ryan. Il y avait eu le Pain Gate, les deux filles s'aiment pas. Rappelez-vous que Mayer avait Keiko Roma dans son coin. avait quasiment fait un mental breakdown avant de se présenter dans le ring. Là, était comme... Ah ouais, tu sais, puis rappelez-vous qu'il y a une chicane de clocher aussi parce que Mayer était avec Keiko Roma. Keiko Roma a quitté pour travailler avec Ryan. Donc, il y a comme de la vengeance de coin, là. C'est pas juste dire « Toi, je t'aime pas à face, mais toi, tu m'as trahi. » Là, ça va aussi loin que ça. Puis les deux sont très bonnes. Aussi, il faut quand même se le dire, c'est des bonnes filles, des bonnes boxeuses. La gagnante de ce rematch devrait se ramasser en unification d'ici la fin de l'année parce que Price contre Natasha Jonas va solder la suite pour les 3 titres. Les 3 titres, ils se battent pour 3 titres, les filles. Il va juste rester celui de Ryan Mayer. Fait que, tu sais, le Road to Undisputed devrait finir en 2025, là. Il y a beaucoup de choses à l'enjeu ici. La gagnante va probablement affronter la gagnante de Price contre Jonas. Voilà. Hughes Johnson, ça aussi, c'était un split decision. Le premier, c'était controversé parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, Laurent, l'annonceur maison avait annoncé la mauvaise décision. Il avait annoncé Nina Hughes comme gagnante, puis c'était Sharon Eka qui avait gagné. Nina Hughes était en train de célébrer dans le ring quand ils ont changé la décision. Elle était allée en appel, elle pense qu'elle s'est fait voler. Elle a gagné un peu son appel pour avoir une revanche automatique. Donc, ça va être en sous-carte du combat de Kambosos en Australie. Hughes Johnson, on s'entend que Johnson et Chanika Johnson, Sugar Nicks, est australienne. Nicholson Brown vont être aussi sur cette carte-là. Nicholson, championne WBC. Tiara Brown, c'est sa mandatoire, son adversaire, son aspirante obligatoire. Ce n'est pas un combat ordonné, mais Nicholson veut tasser Tiara Brown de ses pattes parce qu'elle parle beaucoup. Donc, là aussi, suivez-les parce que là, ça ne sera pas doux. Tiara Brown et Nicholson se détestent pour plusieurs raisons. Tiara Brown est sur le dos de Nicholson parce qu'elle trouve qu'elle a eu un chemin facile jusqu'au top. Ce qui n'est pas nécessairement vrai, parce que oui, peut-être qu'on lui a amené ça rapidement, mais elle a quand même battu Raven Chapman, elle a quand même battu Sarah Mahfoud. Elle a quand même eu des filles solides devant elle pour se rendre où ce qu'elle est. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le point de vue de Tiara Brown, mais ça reste que Tiara Brown nous a promis un knockout fulgurant contre Sky Nicholson. À suivre. Artingstall contre Chapman va être en sous-carte de Jonas Price. Artingstall fait un retour. Elle ne s'est pas battue de l'année l'année passée. On l'a vu plus tôt dans le coin de sa conjointe Lauren Price dans son processus de championnat du monde. Raven Chapman, elle sort d'un combat difficile contre Sky Nicholson en Arabie Saoudite où elle a vraiment contre-performé. Donc, elle a besoin de revenir dans les classements. Puis Artingstall a besoin de faire un retour sur la scène. Donc, c'est un match-up très difficile, mais très intéressant. Tout ça, ça va être sur la carte Artingstall Chapman, carte 100% féminine, où il y a 4 combats d'annoncés. On parlait tantôt de Caroline Dubois contre Beaumire-Richine. Artingstall Chapman est annoncé. Price Jonas. Et le prochain sujet, Laurent, va être aussi sur cette carte. Mais attends, Marie, j'avais préparé un intro. Oui. 120 secondes ne serait pas 120 secondes sans moi-même qui radote une histoire. Alors, je radote. Te souviens-tu que Cindy Ngamba avait éliminé Tamara Thibault? Tamara voulait juste comme aller prendre sa famille dans ses bras. Puis là, il y avait la journaliste qui lâchait pas avec des questions. Puis là, je criais « Lâche-la chez nous, dans mon salon, laisse-la aller voir sa famille. » Puis là, on dirait qu'elle avait un bonus. Elle avait réussi à la faire pleurer en direct à Radio-Canada. Donc, Cindy Ngamba, qui est une fille qui a toute une histoire, qui est une réfugiée britannique, va faire ses débuts pro. Et ça, par son histoire aux Jeux olympiques, ça risque de faire parler pas mal. Non seulement ça risque de faire parler parce qu'elle a une belle histoire et être revenue médaillée de bronze des Olympiques,
mais aussi parce qu'elle veut faire ses débuts pro sur cette carte 100% féminine. Contre, ils viennent d'annoncer l'adversaire, Kirsty Bavington, qui est une fille qui a déjà battu Naomi Maness, une fille qui a chauffé les oreilles de bien des filles. C'est pas un passage pro évident. Ça. Écoute, Bavington a déjà battu Timea Bellic, Naomi Maness, April Hunter, la Française Marine Beauchamp. Elle a affronté des filles comme Lauren Price, comme Sandy Ryan, comme Candy Wyatt. Des rounds, elle en a fait là, chez les pros. Là. Ça fait pas de sens, le combat. Elle a affronté 2 fois April Hunter. Fait que, il commence gros pour Cindy Ngamba, un peu à l'instar de Tamara qui a commencé gros en affrontant Natasha Spence. Comprenez ici que Cindy Ngamba va se ramasser dans la même catégorie que notre amie Tamara Thibault pour le moment. Est-ce que ça va rester? Parce que Cindy Ngamba pourrait faire 154 livres, pourrait aussi décider de monter à 168, mais pour l'instant, ils la font débuter à 160, okay, qui est un poids confortable pour elle. C'est gros, là. Est-ce que Cindy Ngamba peut battre Kirsty Bavington? La réponse, c'est oui, totalement, parce qu'elle a des meilleures bases. Puis elle a un background amateur vraiment intéressant. Elle a affronté tout le monde chez les amateurs. Est-ce que c'est risqué de la mettre quand même contre Kirsty Bavington? Énormément. Parce que Bavington ne va pas lui faire de cadeaux. Elle a du bon sparring. Elle a de l'expérience. Donc, ça va être un 6 rounds de 2 minutes. Pour le moment. C'est ce qui est annoncé pour les débuts pro de Cindy. Rappelez-vous comment ça va se passer. Ça va être un juge-arbitre. Donc, un juge-arbitre, c'est britannico-britannique. Donc, il n'y a pas un côté plus avec l'autre. Ça, c'est drôle, mais j'ai pas de préjugés défavorables sur les juges-arbitres. Des fois, ils font une très bonne job. Genre, c'est eux qui ont le meilleur billet. Ben, en fait, moi, je n'ai pas de préjugés défavorables non plus dans la mesure où c'est juste une note qui compte. Donc, l'arbitre est très près de l'action. Il voit tous les coups. Là où j'ai de la misère, c'est que c'est c'est 2 emplois totalement différents. L'un de juger round par round. Il faut qu'il fasse le compte, le round par round. Donnez pas cette idée-là aux promoteurs québécois. Ils vont se rendre compte qu'ils peuvent sauver 3 pays. Parce que, tu sais, ils doivent faire le compte round par round, puis en même temps se rappeler du nombre d'avertissements qu'ils ont fait. Puis, tu sais, c'est beaucoup de charge parce qu'on parle d'un 4 rounds ou d'un 6 rounds, mais tant qu'il n'y a pas de titre en jeu, de titre mineur, c'est un juge-arbitre en Angleterre, sauf avis contraire. Ça peut être demandé d'être sur du 3 juges, mais tu sais, quand tu es rendu à du 8 rounds ou du 6 rounds, puis là, l'action, les 2 filles sont contrevenantes, ça se donne des coups de tête, puis ça s'accroche, ça peut devenir un peu le free-for-all à juger. On peut avoir aussi un préjugé défavorable contre une boxeuse qui est très contrevenante, mais qui marque des points. Donc, je ne sais pas. Oui, moi, j'aime pas beaucoup l'idée du juge-arbitre, mais s'il fait bien sa job, c'est pas un problème. Pour Cindy Ngamba, début pro, qui devrait être fulgurant, elle va se mettre en... La rivalité qu'il y avait avec Tamara va donc continuer chez les pros, là. On devrait toujours les comparer. On comprend que Boxer va essayer de pousser Cindy en avant de Tam et MVP va essayer de pousser Tam en avant de Cindy. Et comme il n'y a pas beaucoup de filles dans ces catégories-là, si des titres sont vacants un jour, ça ne serait pas surprenant que ces 2 filles-là se rencontrent pour un titre. Donc, moi, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est très intéressant. Vous allez beaucoup aimer Cindy Ngamba, qui a une belle personnalité, qui a beaucoup de talent. Cette fille-là s'entraîne avec Team Grande-Bretagne depuis des années, by the way. C'est juste qu'elle ne peut pas les représenter parce qu'elle a un statut, elle n'a pas de statut encore en Angleterre officiel. Elle ne peut pas porter la nationalité britannique encore. Mais c'est pour ça qu'elle était chez Team Réfugiés aux Olympiques. C'était elle qui a gagné le championnat en Angleterre. C'était elle, la championne d'Angleterre, mais elle ne pouvait pas représenter l'Angleterre, ironiquement. Ça arrive. C'est Team Réfugiés, médaille qui a été méritée, on s'entend, aux Olympiques. Début pro sur une belle carte féminine qui devrait lui amener beaucoup de visibilité. Je suis contente. Vous avez compris aussi, je vais juste parler d'un petit potin avant de finir. Cette carte 100% féminine-là, on a nommé 4 combats. Il devait y avoir Savannah Marshall aussi sur cette carte-là. Et là, il y a eu du scandale cette semaine, du drama, comme on dit, Laurent, parce que Savannah Marshall est sortie dans les médias pour dire « On m'avait trouvé un adversaire, on m'a fait venir à la conférence de presse pour me dire finalement, tu n'es pas sa conférence de presse, ton combat va être, on ne l'annonce pas aujourd'hui, pour par la suite apprendre qu'elle n'avait plus de combat. »
Tout s'est fait lentement. Marshall se sent trahi, se sent humilié, se sent insulté par Boxer, qui est son promoteur. J'ai l'impression qu'il y a un divorce qui est plus qu'initié ici entre le promoteur et sa boxeuse. Fait faudrait surveiller Savannah Marshall, où est-ce qu'elle va se ramasser. Boxer n'a pas vraiment répondu à ces accusations-là, mais je sais que ça a fait le tour pas mal. C'est ça. On a tout fait le tour. Là. On a tout dit ce qu'on avait. Je vais me préparer pour le Canadien contre les Devils du New Jersey. C'est bonne chance avec ça. Ça ne passionne pas. Hein? Non, j'allais dire bonne chance avec ça. Merci. À la prochaine. Bye, Laura.